Ted Bundy ne pouvait pas se résoudre à faire face à tout le poids de ce qu'il avait fait. Samuel Little se souvient de ses victimes avec un calme inquiétant. Ses confessions ne montrent pas de regrets, mais seulement à quel point ils étaient brisés. Commençons tout de suite par le premier nom de notre liste, Samuel Little. Les aveux de Samuel Little sont peut-être les plus effrayants en raison de leur volume et de la désinvolture, voire de la vantardise avec laquelle il a raconté ses crimes. Ce qui rend les aveux de Samuel Little particulièrement troublants, c'est sa mémoire photographique des détails concernant ses victimes, combinée à son absence totale de remords. En 2018, le Texas Ranger James Holland a gagné la confiance de Little, ce qui l'a incité à avouer 93 meurtres. Son comportement décontracté, presque vantard, a choqué les enquêteurs. Les aveux de Little étaient accompagnés de croquis détaillés de ses victimes, dessinés de mémoire des décennies après les crimes. Little a réalisé plus de 70 croquis représentant des femmes avec des caractéristiques spécifiques telles que des coiffures, des bijoux ou des vêtements. Ces croquis ont été rendus publics par le FBI afin d'aider à l'identification des victimes. L'un de ses aveux les plus effrayants concerne une femme de la Nouvelle-Orléans en 1982. Little a rencontré cette femme dans une boîte de nuit où elle fêtait l'anniversaire de sa plus jeune sœur. Il l'a décrite comme ayant une peau brune, couleur miel, et comme étant grande pour une femme. La désinvolture avec laquelle il a raconté l'avoir attirée vers sa mort est à couper le souffle. Le ton neutre de Little lorsqu'il décrit les meurtres, souvent en souriant, perturbe même les enquêteurs les plus chevronnés. Ses rires pendant les interviews, en particulier lorsqu'il évoque le nombre de victimes, donnent des frissons aux auditeurs. Alors que vous pensiez que les choses ne pouvaient pas être plus choquantes, le prochain nom de notre liste les fera passer à un autre niveau. Ted Bundy. Dans cette dernière interview, Bundy a attribué ses pulsions violentes à la pornographie, affirmant que l'exposition à des contenus sexuels violents avait corrompu son esprit et l'avait conduit sur la voie du meurtre. Il ne se décrit pas comme un monstre, mais comme une victime de l'influence de la société. Ce qui rend cette confession particulièrement effrayante n'est pas son contenu, mais sa nature calculée. Des sources Internet, y compris des analyses de criminologues, suggèrent que Bundy a adapté cette confession pour qu'elle trouve un écho auprès de l'audience conservatrice de Dobson, qui critiquait l'influence des médias. Le refus de Bundy de parler de sa plus jeune victime est encore plus troublant. Interrogé sur le meurtre de Kimberly Leach, âgée de 12 ans, Bundy a fini par perdre son calme. Les aveux de Bundy étaient moins liés au remords qu'à la volonté de prolonger sa vie ou d'asseoir son infamie. Contrairement à Bundy, le prochain tueur de notre liste est resté inflexible dans ses aveux. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, l'une des premières tueuses en série américaine, a avoué les meurtres de 7 hommes entre 1989 et 1990 en Floride. Mais c'est sa dernière confession qui s'est révélée la plus effrayante. En 2001, Wuornos s'est entièrement rétractée et était défendue, en déclarant qu'elle a ça. J'en ai marre d'entendre dire qu'elle est folle. J'ai été évaluée tant de fois. Je suis compétente, saine d'esprit, et j'essaie de dire la vérité. Je suis quelqu'un qui déteste sérieusement la vie humaine et qui tuerait à nouveau. Le 9 octobre 2002, Wuornos a été exécuté par injection létale à la prison d'État de Floride. Sa dernière déclaration était énigmatique et troublante. Oui, je voudrais juste dire que je navigue avec le rocher et que je reviendrai, comme pour Independence Day, avec Jésus. Le 6 juin, comme dans le film. Le grand vaisseau mère et tout le reste, je reviendrai, je reviendrai. Ces aveux ont évolué de façon spectaculaire au fil du temps, passant de la légitime défense à des aveux froids, de meurtres prémédités, pour aboutir à l'une des déclarations finales les plus provocantes de l'histoire criminelle. Wuornos a admis ses crimes, contrairement au prochain tueur qui s'est dérobé. Jeffrey Dahmer. Ce qui rendait les confessions de Dahmer particulièrement effrayantes, c'était son détachement clinique. Dans l'interview qu'il a accordée à Inside Edition en 1993, Dahmer a exprimé son désir obsessionnel de contrôler et de posséder ses victimes. Les aveux de Jeffrey Dahmer se distinguent non pas par leur contenu émotionnel, mais par leur absence totale. Dahmer a avoué les meurtres de 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991, fournissant des récits graphiques, incluant la nécrophilie, le cannibalisme et la conservation de parties du corps. Dans la série documentaire My Son Jeffrey, The Dahmer Family, Tapes 2023, Dahmer dit à son père lors d'une conversation téléphonique en prison qu'il avait bien l'intention de continuer à tuer s'il n'avait pas été arrêté. J'étais tellement absorbé par ce que je faisais. J'avais l'impression que j'allais continuer à le faire pour le reste de ma vie. Dahmer a également avoué avoir planifié un hôtel macabre, composé des crânes de ses victimes, qu'il a décrit dans un dessin fourni à la police. Cet hôtel, conçu comme une pièce maîtresse du rituel, reflétait son désir de créer un lien permanent avec ses victimes. La froideur clinique de Dahmer était troublante.
Mais les dénégations et manipulations théâtrales de notre prochain tueur allaient démontrer comment le narcissisme pouvait transformer même la confession en performance. John Wayne Gacy. Les derniers mots de Gacy, Kiss My Ass, s'adressaient aux responsables de la prison ou à la société dans son ensemble, résumant son défi impénitent. John Wayne Gacy, connu sous le nom de Clown Tueur, a été reconnu coupable du meurtre de 33 jeunes hommes et garçons entre 1972 et 1978. Ses aveux font froid dans le dos, non seulement en raison de leur contenu, mais aussi de la désinvolture avec laquelle il parle de ses victimes et des tentatives qu'il fait par la suite pour nier sa responsabilité. Après son arrestation, Gacy a avoué à la police et à ses avocats avoir tué plus de 30 personnes, dont la plupart ont été enterrées dans le vide sanitaire de sa maison de la région de Chicago. Dans des enregistrements inédits réalisés avec son équipe de défense, Gacy a décrit avec désinvolture ses méthodes, se vantant de déjouer la police en s'attaquant à de jeunes hommes vulnérables. Gacy a admis que le meurtre d'une de ses victimes lui avait procuré un orgasme abrutissant, révélant ainsi une gratification sexuelle liée au meurtre. Il a également affirmé que certaines victimes avaient été tuées par d'autres ou que des employés de son entreprise PDM Contractor étaient impliqués, ce qui n'a jamais été prouvé. Alors que les dénégations de Gacy masquaient ses crimes derrière des mensonges, les aveux du tueur suivant allaient révéler comment l'illusion religieuse pouvait être utilisée pour justifier les actes de violence les plus dépravés. Dennis Rader. Rader a décrit avoir ciblé la famille Otero après avoir repéré Julie déposant ses enfants à l'école et l'avoir traquée pendant des semaines. Il est entré dans leur maison, a coupé les lignes téléphoniques et a confronté la famille avec un pistolet. Sa description de la pendaison de Joséphine, 11 ans, est particulièrement effrayante. Le ton de Rader était clinique, sans empathie visible. Il a qualifié les victimes d'objets ou de projets, comparant les meurtres à une réussite pour cet objet dans la chasse. Dennis Rader, le tueur BTK, Bind, Torture, Kill, a fait des aveux terrifiants devant le tribunal le 27 juin 2005, détaillant ses crimes avec un détachement qui a choqué les spectateurs. Rader a avoué 10 meurtres commis entre 1974 et 1991, décrivant chacun d'eux avec une précision clinique. Le tueur suivant sur notre liste n'a pas pris la peine de filtrer ses mots. Edmund Kemper. Edmund Kemper, le tueur mixte, a avoué avoir assassiné 10 personnes entre 1964 et 1973, dont sa mère et 6 jeunes femmes. Ces aveux sont uniques en raison de leur nature introspective et de sa capacité à analyser son propre état psychologique. Les aveux de Kemper ont mis en évidence à plusieurs reprises la haine profonde qu'il éprouvait pour sa mère, qu'il décrivait comme dominatrice, abusive et émasculante. Il a déclaré aux enquêteurs « Je voulais juste la faire taire », liant son meurtre à des années de tourments psychologiques. Sa description du meurtre de sa mère est particulièrement troublante. Kemper a décrit avoir tué sa mère pendant qu'elle dormait, en la frappant avec un marteau à griffes, puis en la décapitant. Il a admis avoir enlevé son larynx et l'avoir jeté dans le broyeur à ordures, déclarant « Je voulais détruire sa voix. Je voulais détruire sa voix. » Là où Kemper analysait sa propre noirceur avec une clarté troublante, notre dernier tueur embrassait le mal lui-même, nous laissant avec des confessions qui célébraient, plutôt qu'elles n'expliquaient, son règne de terreur. Henry Lee Lucas. Henry Lee Lucas, connu sous le nom de tueur aux aveux, a avoué plus de 600 meurtres, tout en se rétractant par la suite sur la plupart de ses affirmations, exposant ainsi un réseau complexe de vérités, de mensonges et d'échecs des forces de l'ordre. Son cas est devenu une mise en garde contre la fiabilité des aveux et les dangers d'une application trop empressée de la loi. Après son arrestation en 1983, Lucas a commencé à avouer des meurtres, revendiquant initialement la responsabilité de la mort de Becky Powell et de Kate Rich. Lors d'une comparution au tribunal pour le meurtre de Kate Rich, il a choqué la salle d'audience en déclarant « Et j'ai au moins une centaine d'aveux, et j'en ai au moins une centaine d'autres dans la nature », portant ses revendications à plus de 600 meurtres à travers les États-Unis. Ce qui rendait les aveux de Lucas effrayants, ce n'était pas seulement leur volume, mais la désinvolture avec laquelle il racontait des détails horribles. Il raconte qu'il prend des autostoppeurs, cambriole des maisons et s'en prend à des femmes vulnérables, souvent avec son complice Otis Toole. En 1985, les journalistes Hugh Ainsworth et Jim Henderson du Dallas Times Herald ont mené une enquête de 15 mois qui a révélé l'impossibilité des affirmations de Lucas. Ils ont découvert des incohérences géographiques qui l'auraient obligé à parcourir 11 000 miles au cours du seul mois d'octobre 1978. En 1986, Lucas est revenu sur la plupart de ses aveux, les attribuant à des pots de vin et à la coercition. Il a affirmé qu'il avait avoué pour échapper à un traitement sévère de la part des Texas Rangers, déclarant « Je voulais détruire les forces de l'ordre du Texas ». Lucas a peut-être menti sur des centaines de meurtres, mais les aveux véridiques de notre prochain tueur sur une décennie de terreur seraient bien plus effrayants que n'importe quelle invention.
Richard de Ramirez. Richard de Ramirez, le Night Stalker, a commis au moins 14 meurtres, de nombreuses agressions sexuelles et des cambriolages en Californie entre 1984 et 1985. Ses aveux ont été marqués par son adhésion à l'imagerie satanique et son absence totale de remords. Peu après sa capture en août 1985, Ramirez s'est confessé à la police lors d'un interrogatoire déclarant « Je l'ai fait, vous savez. Je l'ai fait, vous savez. Vous m'avez eu, le stalker. Bien sûr que je l'ai fait. Vous savez que je suis un tueur. » Et alors, lors de sa condamnation en novembre 1989, après avoir été reconnu coupable de 13 meurtres, Ramirez a prononcé un monologue provocateur. « Vous ne me comprenez pas. On n'attend pas de vous que vous me compreniez. Vous n'êtes pas capable. Je suis au-delà de votre expérience. Je suis au-delà du bien et du mal. Je serai vengé. Lucifer habite en chacun de nous. » L'absence de remords est typique des tueurs en série, mais le prochain sur notre liste est allé encore plus loin, utilisant ces derniers mots pour le montrer très clairement. David Berkowitz. Cependant, ce qui rend son cas particulièrement troublant, c'est la façon dont ce récit a complètement changé des années plus tard. Lors d'une interview en 1979, Berkowitz s'est rétracté, qualifiant cette histoire de canular stupide et admettant qu'il avait entièrement inventé le récit du chien démoniaque. David Berkowitz, surnommé le fils de Sam, a semé la terreur à New York entre 1976 et 1977, tuant 6 personnes et en blessant 7 autres. Mais ses aveux ont évolué de façon spectaculaire au fil des décennies, chaque version étant plus troublante que la précédente. Capturé après son règne de terreur, le premier aveu de Berkowitz dépeint un homme poussé par des forces démoniaques, affirmant qu'un chien possédé par un démon et appartenant à son voisin, Sam Carr, lui a ordonné de tuer. Les déclarations de Berkowitz dans les années 1990, selon lesquelles il faisait partie d'un culte satanique à l'origine de certains des meurtres, sont peut-être les plus effrayantes. Il a décrit la fusillade de Rosemary Keenan et Carl Denaro en 1976 avec une désinvolture inquiétante, disant que cela ressemblait à un jeu. Alors que Berkowitz manipulait son récit derrière les barreaux, notre prochain tueur a adopté une approche beaucoup plus méthodique du meurtre et de la confession. Gary Ridgway. Ses aveux ont commencé par des fantasmes d'enfance troublants sur sa mère, révélant la psychologie tordue qui l'a poussé plus tard à commettre sa folie meurtrière. La manière clinique dont il a décrit ses premières pensées violentes montre un esprit qui avait depuis longtemps divorcé de l'empathie humaine normale. Gary Ridgway, condamné pour 49 meurtres, a avoué avec un détachement effrayant, décrivant des meurtres brutaux comme s'il s'agissait de formalités administratives de routine, révélant ainsi un esprit qui traitait le meurtre comme une entreprise. Le passage de la cruauté envers les animaux à la tentative de meurtre sur un enfant, prononcé avec la même platitude émotionnelle qu'une discussion sur le temps qu'il fait, révèle l'escalade méthodique qui caractérisera ces crimes d'adultes. Lors d'une interview en 2013, a revendiqué 75 à 80 victimes Ridgway, soit bien plus que les 49 condamnations dont il a fait l'objet, démontrant ainsi qu'il avait toujours besoin de contrôler son récit. Sa méthode était d'une efficacité terrifiante. Il ciblait des femmes vulnérables parce qu'il pensait qu'elles ne seraient pas rapidement portées disparues. Et il utilisait des accessoires comme la photo de son fils ou une carte de visite pour gagner la confiance des gens. Si les aveux de Ridgway ont révélé la banalité du mal, notre prochaine affaire met en lumière quelque chose de bien plus troublant. Un tueur dont le traumatisme d'enfance est devenu un modèle de brutalité inimaginable. Andrei Chikatilo. Le traumatisme de son enfance, pendant la famine soviétique où son frère aîné aurait été cannibalisé, semble avoir façonné sa vision tordue du monde et ses tendances cannibales ultérieures. Andrei Chikatilo, connu sous le nom de boucher de Rostov, a avoué avoir commis 56 meurtres, principalement sur des enfants et des jeunes femmes, entre 1978 et 1990. Ces aveux, obtenus après des interrogatoires prolongés, ont révélé un niveau de brutalité sadique qui a choqué même les enquêteurs les plus endurcis. Ce qui rend les aveux de Chikatilo particulièrement troublants, c'est la façon dont il a décrit le plaisir qu'il tirait de la souffrance de ses victimes, souvent sans y être invité pendant l'interrogatoire, alors que, par contraste, il exprimait de la pitié et pleurait même pour le personnage de conte de fées qu'est le Chaperon rouge. Cette juxtaposition effrayante, un homme capable d'une horrible brutalité, exprimant une émotion sincère pour un personnage de conte de fées, tout en ne montrant aucun remords pour ses vraies victimes, révèle le paysage psychologique complexe d'un esprit gravement perturbé. Chikatilo a avoué que le sang l'excitait, qu'il lui donnait des frissons et qu'il tremblait. Il a décrit des rituels troublants qui révèlent sa nécrophilie et la déshumanisation totale de ses victimes. Alors que les confessions de Chikatilo choquaient par leurs détails sadiques, de l'autre côté de l'océan,
un autre prédateur perfectionnait un tout autre type d'horreur qui nécessitait des années de planification méticuleuse. Israel Keyes. Sa coopération calculée avec les enquêteurs, en gardant toujours le contrôle sur les informations qu'il révélerait, démontre l'intelligence manipulatrice qui l'a rendu si dangereux. Israel Keyes est peut-être le plus méthodiquement terrifiant de tous les tueurs en série, un homme qui a avoué au moins 3 meurtres et a fait allusion à 11 victimes avant de s'enlever la vie en 2012. Ce qui rend Keyes particulièrement effrayant, ce ne sont pas seulement ses crimes, mais son approche systématique du meurtre, qu'il considérait comme une opération commerciale soigneusement planifiée, nécessitant des années de préparation et de coordination logistique. Keyes opérait avec un degré de préméditation sans précédent. Il enterrait des kits de mise à mort contenant des armes, des attaches zip et d'autres outils à travers les États-Unis, parfois des années avant de les utiliser. La complexité des crimes qu'il a commis dans plusieurs juridictions révèle un tueur qui a compris les limites de la coordination entre les forces de l'ordre et qui a exploité ses faiblesses de manière systématique. Les aveux de Keyes concernant les meurtres de Courier en 2011 sont d'une précision qui fait froid dans le dos. Il a pris l'avion depuis l'Alaska, s'est rendu en voiture dans le Vermont et a ciblé le couple parce qu'il n'avait pas d'enfants ni d'animaux de compagnie. Après les avoir enlevés, il a agressé Lorraine et les a tués tous les deux, cachant leur corps pour qu'ils ne soient jamais retrouvés. Alors que Keyes représentait la précision calculée, notre prochain tueur incarnait quelque chose de tout aussi terrifiant. La capacité à justifier les actes les plus odieux par une auto-victimisation élaborée. Arthur Shawcross. Son aveu de cannibalisme, prononcé avec une réticence apparente qui semble plus calculée que réelle, représente l'un des aspects les plus troublants de ses confessions. Arthur Shawcross, connu sous le nom de Genesee River Killer, a assassiné au moins 11 femmes entre 1988 et 1989 à Rochester, dans l'État de New York, mais ses aveux révèlent un esprit façonné par des crimes antérieurs encore plus horribles. Ce qui a rendu Shawcross particulièrement terrifiant, c'est sa capacité à se présenter comme une victime des circonstances, tout en révélant la nature calculée de son comportement de prédateur. Shawcross avait déjà tué 2 enfants en 1972, Jack Blake, âgé de 10 ans, et Karen Ann Hill, âgée de 8 ans, et avait été libéré sur parole en 1987, après avoir purgé une peine de 14 ans seulement. Cette libération anticipée suscitera plus tard l'indignation, car elle a directement permis à Shawcross de commettre par la suite une série de meurtres visant des travailleuses du sexe et des femmes vulnérables à Rochester. Bien que rejeté par sa mère et jamais étayé par des preuves mère pendant, ces allégations d'abus sexuels commis par son enfance s'inscrivent dans le cadre de ces récits de victimisation visant à rejeter la responsabilité de ses actes. Ce qui rend les aveux de Shawcross particulièrement effrayants, c'est la façon dont il a décrit le fait de tuer comme une compulsion, déclarant que « tuer, c'était comme manger ou respirer, j'en avais besoin ». Alors que Shawcross s'est dépeint comme une victime des circonstances, notre confesseur suivant a poussé la manipulation à l'extrême, transformant la salle d'audience en sa scène personnelle. Kenneth Bianchi. Sa fausse perte de mémoire et ses allégations de troubles dissociatifs de l'identité ont été révélées comme des fabrications délibérées, mettant en évidence un esprit capable de tromperie durable, même lorsqu'il est passible de la peine de mort. Kenneth Bianchi, l'un des membres des tristement célèbres étrangleurs de Hillside, qui ont assassiné au moins 12 femmes et jeunes filles entre 1977 et 1979, est peut-être l'auteur des aveux les plus théâtraux et les plus manipulateurs de tous les tueurs en série. Ce qui rend le cas de Bianchi particulièrement troublant, ce n'est pas seulement la brutalité de ses crimes, mais aussi ses tentatives calculées de tromper le système judiciaire par une mise en scène élaborée de la maladie mentale. Bianchi a prétendu qu'il avait des personnalités multiples, imputant les meurtres à un alter ego nommé Steve Walker. Sous hypnose, Steve a avoué et s'est moqué de Bianchi, mais les experts ont prouvé plus tard qu'il faisait semblant. Le retour soudain de sa mémoire après l'échec de sa fausse défense contre la folie démontre la nature calculée de sa tromperie et sa volonté de manipuler le système judiciaire pour éviter les conséquences. Si les aveux de Bianchi étaient des performances théâtrales, les aveux de notre prochain tueur ont été prononcés avec une précision effrayante qui les a rendus encore plus troublants. Joel Rifkin. Cette description glaçante de son désengagement total pendant l'acte de meurtre révèle un tueur qui avait réduit ses victimes à de simples objets dans son esprit. Joel Rifkin, condamné pour le meurtre de 17 femmes entre 1989 et 1993, a fait des aveux remarquables par leur détachement émotionnel total et leur caractère factuel. Les aveux de Rifkin ont commencé immédiatement après son arrestation, le 28 juin 1993, lorsque la police a découvert le corps en décomposition de sa dernière victime, Tiffany Bresciani, dans sa camionnette lors d'un contrôle routier de routine. Au cours de 226 heures d'interrogatoire,
Il a raconté en détail ses crimes avec un calme étrange qui a troublé même les enquêteurs expérimentés. Sa capacité à fournir des détails précis sur les lieux et les méthodes d'élimination, tout en ne montrant aucune réaction émotionnelle, démontre la nature calculée de ses crimes et la déshumanisation complète de ses victimes. En 2023, Rifkin a décrit son premier meurtre avec des détails qui font froid dans le dos. Il a matraqué sa victime avec un obus de howitzer, puis l'a démembré dans sa cave. Il parle d'un travail pour rendre le corps plus petit, considérant le meurtre comme une tâche pratique. Alors que Rifkin traitait le meurtre comme une transaction commerciale, notre prochain tueur a perfectionné l'art de se cacher à la vue de tous, conservant sa charmante façade, même lorsqu'il apparaissait à la télévision nationale. Rodney Alcala. Même au cours du procès, les stratégies de défense de Rodney Alcala ont révélé ses tentatives constantes de manipuler les perceptions et de créer un doute raisonnable par le biais de détails minutieux qui témoignent de son esprit calculateur. Rodney Alcala, connu sous le nom de Dating Game Killer, a été reconnu coupable de 8 meurtres, mais les autorités soupçonnent qu'il pourrait être responsable de 130 décès. Ce qui rend l'affaire Alcala particulièrement effrayante, ce n'est pas seulement l'ampleur de ses crimes, mais aussi sa capacité à maintenir une façade charmante qui a trompé les téléspectateurs alors même qu'il était en train de tuer, et sa manipulation continue du système judiciaire jusqu'à sa mort en 2021. L'apparition d'Alcala dans l'émission 1978 de Dating Game, au cours de sa série de meurtres, a confirmé son surnom puisqu'il a réussi à gagner un rendez-vous grâce à son charme, bien que la jeune fille ait ensuite décliné l'offre en raison de son comportement troublant. C'est en 2016, alors qu'il se trouvait sur le lit d'hôpital d'une prison, que les enquêteurs lui ont montré une photo de Christine Ruth Thornton, une femme enceinte qu'il était accusé d'avoir assassinée en 1977. Selon les rapports, Alcala a tracé le corps de Christine avec son doigt et a tapé sur la photo, tout en déclarant « Elle était vivante quand je l'ai vue pour la dernière fois ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo choquante et passionnante, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos similaires et étonnantes sur l'écran. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.